Le IP est composé de 4 octets et chaque octet est composé de 8 bits. D'accord? Comme ça. Donc, un IP a cette forme. Donc, 4 octets, 1, 2, 3, 4 octets séparés par des points. Et chaque octet a 8 bits. Alors, les bits, ce sont des 0 et des 1. C'est leur langage. Les machines parlent en binaire. Donc, ce sont des 0 et des 1. Bonjour à tous et bienvenue sur Sanzo Tuto. Nous continuons avec notre chapitre qui parle du modèle TCP/IP et dans cette vidéo, nous allons étudier la couche des transports et la couche d'Internet. Commençons par la couche des transports. Dans la première partie de cette vidéo, on avait vu que dans la couche des transports, il y a essentiellement des protocoles. Les protocoles TCP et les protocoles UDP. Alors, nous allons essayer de voir quelle est la différence entre ces deux protocoles et comment ces deux protocoles fonctionnent. Mais avant de commencer, j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant qu'une application pour fonctionner envoie des données soit avec le TCP, soit avec l'UDP. Donc, on ne peut pas imaginer qu'une application envoie certaines de ces données avec le TCP et d'autres avec l'UDP. Donc, ça ne marche pas comme ça. Une application choisit toujours en avance soit les TCP, soit les UDP. D'accord? Alors, on va commencer avec le TCP. Le TCP signifie Transmission Control Protocol. Alors, le TCP est un protocole qui est fiable. Il est fiable pourquoi? Parce que le TCP utilise un système d'acquisition et de réception pour s'assurer que le paquet est arrivé à la destination. Et donc, il n'y a aucune perte et que les données ne sont pas endommagées. Donc, il va créer une connexion, c'est-à-dire il va ouvrir un circuit virtuel entre un expéditeur et un destinataire et ce circuit restera actif pendant toute la durée de la transmission. Et puis, le TCP aussi fait ce qu'on appelle le séquençage. Le séquençage, c'est du fait qu'il va couper les paquets ou les messages en plusieurs unités qu'on va appeler le segment. Et ces segments vont contenir des numéros pour ensuite former le message initial à la réception. Et pour finir, le TCP va vérifier l'intégralité du paquet, ce qu'on va appeler le checksum. D'accord? Donc, si jamais il y a eu une perte ou des paquets sont endommagés, le TCP va détecter les problèmes et va retransmettre le message endommagé. Donc, il est beaucoup plus utilisé dans le téléchargement, les impressions, le partage des fichiers, etc. Pourquoi? Parce qu'il est fiable. Donc, imaginez si, par exemple, nous voulons télécharger des fichiers dans un serveur qui est très éloigné de nous. Donc, vous imaginez le nombre de routeurs dans lesquels les paquets vont passer. Donc, il est très capital d'utiliser un protocole qui est fiable. Alors, voyons les UDP. Les UDP signifie User Datagram Protocol. UDP est un protocole qui est non fiable. Il est non fiable. Pourquoi? Parce que les UDP n'assurent pas vraiment la garantie lorsqu'on envoie des paquets. D'accord? Tout d'abord, les UDP ne créent pas un circuit virtuel entre un expéditeur et un destinataire. Ne fait pas non plus le séquençage. Mais quand même, il va vérifier les paquets à l'aide de l'option checksum. Et si jamais il y a des paquets qui sont endommagés, le protocole ICMP va signaler le problème, mais les UDP ne va pas faire la récupération des données ou retransmettre les messages qui sont endommagés, d'accord? Mais rien n'empêche que le UDP est utilisé pour la voix, donc le VoIP. Pourquoi? Parce que si jamais on utilisait les TCP dans la voix, les TCP va ajouter beaucoup d'éléments et la voix va devenir lente, la voix est très sensible, d'accord? Il est aussi souvent utilisé dans les DNS. Le DNS est un serveur qui est dans notre réseau local, d'accord? Donc la probabilité de perte des paquets est quasiment nulle. Donc en résumé, le TCP est un protocole qui est fiable, qui si les paquets sont endommagés ou il y a une erreur, il va retransmettre les paquets. Donc créer un circuit virtuel, faire le séquençage. Donc ça permet à ces protocoles d'être un protocole lent
mais très fiable. D'accord? Le IDP est un protocole qui est rapide, mais qui n'est pas vraiment fiable. Donc, il s'en fout si des paquets sont perdus, donc il ne récupère pas les données. D'accord? Alors, voyons comment le TCP ouvre et ferme une connexion. On va supposer qu'on a des machines, la machine cliente ou le PC client et le PC serveur. Le PC client souhaitant parler au serveur, il va envoyer un message, un paquet qu'on va appeler 5. Donc il dit au serveur qu'il veut synchroniser avec lui, il veut parler avec lui. Et il va insérer dans ces messages un numéro de séquence, un numéro qu'il va choisir au hasard. D'accord? Et le PC serveur va répondre à un message qui s'appelle le 5A-Kit. Donc il dit j'ai bien reçu le message de toi. Ok? Et lui aussi va insérer un numéro aléatoire pour s'assurer que la transmission s'est fait dans l'ordre. D'accord? Et le PC client va dire oui, j'ai bien reçu le message A-Kit de toi. Un message dans lequel il va ajouter le +1 dans le numéro séquentiel du serveur et son propre numéro aussi va ajouter le +1. D'accord? Et à la fermeture, le PC client va envoyer un message qui est un message qu'on va appeler le segment fin au serveur. Tout comme à l'ouverture de la connexion, il va ajouter un numéro séquentiel. D'accord? Le PC serveur va confirmer le paquet par un segment kit avec un numéro de séquentiel augmenté de +1. Et puis de son côté, il va voir s'il est prêt à mettre fin à la conversation. Il va maintenant envoyer le message fin contenant un numéro séquentiel et le PC client lui aussi va acquitter par un message acquit comprenant le numéro de séquentiel augmenté de +1. D'accord? Alors après ces 4 étapes, la connexion TCP est officiellement désactivée. Pour le IDP, lorsqu'un client va envoyer une requête, par exemple, au serveur, le serveur va répondre, bon, qu'il s'en fout si les données sont bien arrivées ou pas, donc il s'en fout comme ça. Donc, le IDP n'est pas vraiment très fiable. D'accord? Nous allons maintenant descendre dans la couche d'Internet. Dans la première partie, on avait dit que dans la couche de transport, il y a essentiellement un protocole qui est le protocole IP. Alors, les IP signifie Internet Protocol. Le IP est composé de 4 octets et chaque octet est composé de 8 bits. D'accord? Comme ça. Donc, un IP a cette forme. Donc, 4 octets, 1, 2, 3, 4 octets séparés par des points. Et chaque octet a 8 bits. Alors, les bits, ce sont des 0 et des 1. C'est leur langage. Les machines parlent en binaire. Donc, ce sont des 0 et des 1. La valeur minimale d'un IP, c'est lorsque tous les bits sont à 0. Et la valeur max, c'est lorsque tous les bits sont à 1. Donc, si on met le D55, si c'est en décimal, si on les met en binaire, ça va donner 1, 1, 1, 1, 1. D'accord? Donc, l'exemple d'un IP, on a les 11 0 0 0 0 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0. D'accord? Il y a aussi une autre représentation comme ça, le 192.168.1.16. La différence est que cette adresse IP est écrite en binaire et l'autre ici est écrit en décimal. Très bien. Alors, un IP est composé de deux parties, la partie réseau et la partie hôte. La partie réseau va identifier les réseaux et la partie hôte va identifier les machines dans le réseau. Si par exemple nous avons 3 sites à interconnecter, donc nous aurons 3 réseaux. Prenons ce deuxième exemple, on a le 192.68.41.1. Donc la partie réseau, c'est cette partie en noir et la partie haute, c'est cette partie. C'est la partie en rouge. Notre réseau aura comme des adresses IP qui commencent par 1, D, et puis jusqu'à 255. Donc, il ne peut pas avoir 256. La valeur max, on avait dit que c'est 255. D'accord? Donc,
Cette plage d'adresse commence par les 1 jusqu'à 255. Alors, quelqu'un pourrait me poser la question, si notre réseau a besoin de plus de 255 IP, eh bien, là, on peut jouer sur les octets. Au lieu d'avoir un octet pour la partie machine, on peut aussi avoir des octets pour la partie machine et des autres octets pour la partie réseau. Si on voit que c'est toujours insuffisant, on peut aller jusqu'à avoir 3 octets pour la partie machine et un octet pour la partie réseau. Donc, ça peut changer en fonction du besoin. D'accord? C'est lui qui nous amène à parler du masque des sous-réseaux. Alors, un masque des sous-réseaux est un IP qui a comme principe tous les bits de la partie réseau sont à 1 et tous les bits de la partie machine sont à 0. Donc, le masque des sous-réseaux va nous permettre de déterminer la partie réseau et la partie machine. D'accord? Comme par exemple, cette adresse 192.168.15.47 a comme masque des sous-réseaux D55, D55, D55. Donc, les D55, D55, cela veut dire que cette adresse a 3 octets pour la partie réseau. D'accord? Il y a aussi une autre représentation. On peut aussi écrire 192.168.15.47/24 égale à les 3 octets partie réseau et un des 3 octets multipliés par 8 qui va donner 24. Alors, deuxième exemple, on a les 172.31.75.37 qui a comme masque des sous-réseaux D55, D5500. Donc, cela veut dire cette adresse IP a des octets partie machine et des octets partie réseau. D'accord? Dans une autre représentation, on peut aussi écrire /16. Donc 8 plus 8, ça fait 16. Alors, voyons le CIDR. Le CIDR, c'est la notation des classes des adresses IP. D'accord? On a 3 classes, la classe A, la classe B et la classe C. Donc, la classe A commence par les 1.00 jusqu'à 126. La classe B commence par 128 jusqu'à 191. Le masque sous réseau est D55, D5500. Et la classe C commence par le 192 jusqu'à D123. Le masque est D55, D55, D55.0. Alors, terminons avec quelques cas particuliers. Voyons cette adresse IP, le 192.168.1.0. Alors, cette adresse IP n'est pas attribuée aux machines. Donc, cette adresse est l'adresse du réseau. Donc, c'est celui qui représente les réseaux. Donc, c'est l'identifiant du réseau. D'accord? On a aussi le 192.168.1.255. Le 255, lorsque vous voulez envoyer un message de diffusion donc à toutes les machines, on va utiliser cette adresse. Donc, cette adresse ne peut pas être attribuée à une machine. C'est une adresse dans laquelle on utilise pour envoyer les messages à toutes les machines. Et pour finir, on a cette adresse 00000. Donc, cette adresse signifie n'importe quelle machine. On ne peut pas aussi l'attribuer à une machine. Donc, si on va utiliser cette adresse 00, par exemple, dans un routeur, on va dire que n'importe quelle machine peut, par exemple, passer dans ces chemins, par exemple. D'accord? Alors, merci pour votre attention. La vidéo sur le TCP/IP est terminée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Partagez la vidéo, likez la vidéo pour me soutenir. On se retrouve demain pour la sortie d'une autre vidéo. Merci.